Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur ce plateau comme chaque samedi. Aujourd'hui, c'est une spéciale Voix libre que nous allons consacrer à l'érosion du littoral, du Pays Basque à la Gironde. L'océan avance inexorablement et la succession de tempêtes de ce début d'année a, semble-t-il, amplifié ce processus d'érosion avec de graves conséquences pour l'environnement et pour certains des situations douloureuses comme les habitants du Signal contraints d'abandonner leur appartement promis à la destruction. Alors comment lutter efficacement contre ce phénomène ? Le réchauffement climatique a-t-il son influence? Faut-il se résoudre à accepter cette loi de la nature? Nous allons tenter de vous éclairer sur ce sujet avec nos invités sur ce plateau. Hervé Le Treut, bonjour. Vous êtes climatologue, vous êtes membre de l'Académie des sciences et vous avez dirigé notamment des travaux sur les changements climatiques à la demande du Conseil régional d'Aquitaine. À vos côtés, Renaud Lagrave, vous êtes le président du GIP Littoral Aquitaine. Vous nous direz quelles sont les missions de ce groupement d'intérêt public. Frédéric Pluviot, bonjour aussi. Vous êtes prévisionniste à Météo France et vous êtes aussi chargé, avec une équipe d'ingénieurs, de réfléchir au phénomène de vagues de submersion. Et puis nous retrouvons en duplex depuis Lacanau Jean-François Géat, bonjour. Bonjour. Lacanau, qui, vous le savez, est une ville qui a été très impactée par cette érosion et c'est aussi une ville qui fera l'objet d'une étude de projection à l'horizon 2050. Bonjour à tous et merci d'être présents sur ce plateau. Alors avant de vous donner la parole, je voudrais vous proposer de revenir sur cette succession d'événements qui ont touché notre littoral. C'est un état des lieux qui est signé Jean-François Géat. Dirk, Petra, Hercule, Hula ou Kumeira, entre tempêtes, coups de vent et grandes marées, la côte atlantique a été soumise à rude épreuve. Des vagues de plus de 4 mètres, spectaculaires, dévastatrices. Savoir comment la mer avance, qu'est-ce qui reste concrètement de la dune. On voit que c'est un triste spectacle. Voir cette maison qui va s'écrouler, c'est affreux quand même. Il n'y a rien à faire. La Gironde a connu l'érosion la plus forte. À Soulac, plus de 60 000 € ont été engloutis début février pour sauver des eaux la villa de l'Amélier et l'immeuble Le Signal. Le bâtiment construit en 67 à 200 mètres de l'océan a dû être évacué face au risque d'effondrement. L'incapacité avec une houle forte et des conditions météorologiques qui ne seront pas nécessairement très bonnes, en capacité de garantir la stabilité du bâtiment. De Soulac à Montalivet, les futurs travaux d'ensablement et de renforcement des digues sont estimés à plus de 4 millions €. À peine plus au sud, Lacanau fait aussi ses comptes. En 40 ans, la dune a reculé de 40 mètres. Ce photographe l'observe au quotidien. C'est un plan de vue que je fais en fait tous les jours. On se rend bien compte qu'à certains endroits, il y a 2 ans ou il y a même encore 1 an, c'est même plus un recul. L'océan vient directement nous manger. Même constat autour du bassin d'Arcachon. Au Pilat, la corniche a cédé sur 50 mètres sous les coups de boutoir de la marée. Et de l'autre côté, au Ferré, les Perrets, ces digues en bois, ont également plié. Vous aviez des vagues qui passaient largement par-dessus de 1,50 m facile. Et donc ça a arraché tous les Perrets. En descendant vers les Landes, le canal du Vieux-Boucau a lui aussi été noyé. Une déferlante a même ravagé le barrage du lac de Port-d'Albret. Le platelage, c'est-à-dire le sol, s'est soulevé. On pense qu'il y a une fissuration même de l'ouvrage. Pourtant habitué aux colères océanes, le Pays Basque a rarement connu de tels coups de tabac. Dans la nuit du 6 janvier, les vagues ont submergé les digues pour se fracasser sur le front de mer. Depuis 1994, la réouverture ici du casino, c'est la première fois qu'il y a autant de dégâts. Mais moi, je ne pensais pas que des vagues pouvaient faire autant de dégâts. Quand on voit les montants en aluminium, quand même, l'épaisseur et que ça a tenu pendant des années et que là, en une nuit, tout est balayé, c'est quand même très très impressionnant. En moyenne, la côte basque recule de 20 cm par an. Mais sous l'effet conjugué des marées et des fortes pluies, des pans entiers de roches se sont décrochés. Une érosion massive qui redessine le paysage. À Hendaye, un bloc se sépare lentement de la falaise et les célèbres jumeaux pourraient un jour se faire tripler. Alors Frédéric Pluviot, on peut dire qu'on a assisté là à une série d'événements exceptionnels. Comment on explique justement cette succession d'événements un peu hors normes? Alors on a eu une série d'événements effectivement remarquables. Il se trouve qu'au niveau du vent, on n'a pas
un hiver particulièrement exceptionnel, au contraire. Sur les côtes aquitaines, on n'a pas relevé de tempêtes véritablement plus fréquentes ou plus intenses que les autres années. Donc c'est pas le vent ? C'est pas la vitesse du vent. En fait, c'est le passage de ces tempêtes sur une zone atlantique bien ciblée qui permet de générer une houle très forte et très puissante. La houle, c'est en fait un phénomène ondulatoire avec le vent qui vient exciter la surface de la mer sur des kilomètres. Qui forme les vagues, finalement. Qui forme les vagues, voilà. Et cette houle très puissante a pu voir le jour grâce à des tempêtes très creuses. Vos collègues parlaient de Dirk, Hercule, alors tous ces dons de tempêtes qui ont été donnés, qui avaient des minimums dépressionnaires très très bas, 925 hectopascales pour Dirk, 936 hectopascales pour Nadia, etc. Et donc ça donne des vents très puissants sur des durées de temps très longues. Comment on peut expliquer juste, cette concentration de... Voilà, mais très loin du pays en fait. Très loin. Et cette houle se propage dans l'océan Atlantique et arrive sur nos côtes avec des valeurs, des hauteurs de vagues et ce qu'on appelle aussi la période de la houle, qui est une mesure de la puissance des vagues, tout particulièrement, elle, remarquable. Alors, Hervé Le Treut, vous êtes plutôt, vous disiez, vous réfléchissez au temps long, donc là c'est des phénomènes plutôt conjoncturels, assez forts, qui ont un impact, mais vous, c'est plutôt sur le climat. Est-ce qu'on peut dire que ces phénomènes ont un rapport avec le climat ou les changements climatiques ? Alors, quand on parle de climat, on parle effectivement donc d'évolution sur des périodes de plusieurs décennies. Et on a un processus qui agit à ces échelles-là, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre. On met dans l'atmosphère des gaz qui permettent le réchauffement de la planète, et ces gaz restent très longtemps. Le CO2, qu'on appelle la demi-vie, c'est-à-dire le temps au bout duquel la moitié du CO2 a disparu de l'atmosphère, c'est quelque chose de l'ordre de 100 ans. Donc on met des gaz qui s'accumulent dans l'atmosphère. Depuis quand on met des gaz dans l'atmosphère ? Essentiellement depuis les années 50. Donc on a déjà un recul, et depuis cette époque, le taux avec lequel on injecte des gaz à effet de serre dans l'atmosphère a été multiplié par peut-être 7, 8. Enfin, il y a eu une augmentation colossale des émissions de gaz à effet de serre qui viennent se stocker dans l'atmosphère, qui provoquent un réchauffement. Et là, on peut faire un lien qui est qualitatif avec ce qui était dit juste avant, c'est-à-dire que ces tempêtes qui sont pas tout à fait près de nos côtes, appartiennent à un système général. Et ce système général, effectivement, il va être modifié, ne serait-ce que parce qu'on voit déjà un réchauffement qui est plus fort dans les régions polaires, plus fort que dans les régions équatoriales. Et c'est un dérèglement du système climatique. Alors ce dérèglement du système climatique, on est à peu près certain qu'il va se produire sous l'effet de ce réchauffement de la planète, parce que ce réchauffement, il est hétérogène. Il est inéluctable, vous direz, compte tenu des gaz à effet de serre qu'on a... Il est inéluctable, oui. C'est-à-dire qu'on a des incertitudes sur son ampleur. Ça dépend aussi de ce qu'on fera, de notre capacité à diminuer ces émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a une partie de ce réchauffement, en tout cas, qui est inéluctable, puisque... Est-ce qu'il y a un seuil de tolérance, par exemple ? Les Nations Unies, les différents pays signataires de ce qui a été l'accord un peu minimal à Copenhague, ont pas dépassé 2 degrés de réchauffement global. Par rapport à l'ère pré-industrielle. Par rapport à l'ère pré-industrielle. Ce qui est déjà un effort considérable, parce que pour arriver à ça, il faudrait diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire en fait notre usage du charbon, du pétrole, du gaz naturel, de manière énorme dans les prochaines décennies, un facteur 3 à l'échelle globale, à l'échelle de la planète. Donc c'est un effort considérable. Qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, on a déjà de toute façon émis beaucoup de gaz à effet de serre, on aura un effet de réchauffement, donc de perturbation. Alors ces perturbations nous toucheront puisque tout est lié à tout. On voit que c'est des systèmes qui sont au milieu de l'Atlantique, qui provoquent des tempêtes ici. Par contre, ce qu'on ne sait pas dire, c'est de manière événementielle. Ce que peut faire à l'échelle du climat, c'est raisonner sous forme statistique. Donc il faut un peu de recul, il faut regarder sur une décennie ce qui a pu se passer, est-ce qu'il y a eu plus de tempêtes, de manière événementielle, événement après événement, tous les événements sont naturels. Mais il faut savoir si, globalement, petit à petit, on va avoir des tendances qui s'établissent. Il y en aura, mais enfin on a du mal à anticiper quels événements le réchauffement choisira pour accentuer ce qui se produit actuellement. Renaud Lingrave, vous êtes président du GIP, donc groupement d'intérêt public. Quelle est la vocation de ce groupement Ce GIP a été créé finalement il y a 2006-2007
C'est un groupement d'intérêt public qui réunit l'État, les 3 départements, les communautés de communes et l'agglomération et la région Aquitaine sur l'ensemble du littoral aquitain. L'idée de départ, c'était de se dire une quarantaine d'années après la MIACA, il faut qu'on ait un outil pour préserver et puis évidemment pour continuer le développement de notre littoral. Dans ce contexte, on a développé un plan de développement durable qui a été adopté par l'ensemble des collectivités et par les services de l'État dans la région Aquitaine, nous permettant de travailler sur un certain nombre de sujets, et notamment sur une stratégie régionale de la bande côtière, sur les questions d'érosion et sur les questions de submersion. Et c'est vrai que quand on voit les images que vous venez de diffuser, on est frappé par le fait que l'étude que nous avions pu faire il y a maintenant 4 ans sur cette question de l'aléa érosion en Aquitaine, qui nous disait grosso modo des reculs de 3 mètres sur les côtes sableuses et 20 à 30 cm sur les côtes rocheuses, eh bien, on a aujourd'hui des reculs qui sont quasiment de 10 mètres, avec des tempêtes, ça a été dit il y a un instant, qui n'avaient pas été vues depuis 1958 sur les phénomènes de houle, avec comparable d'ailleurs quasiment juste un tout petit peu en dessous le niveau de Claus, et puis surtout ça a été une succession de ces phénomènes qui fait qu'aujourd'hui on a ce littoral qui est dans un état, disons-le, inquiétant, et inquiétant y compris immédiatement pour la prochaine saison touristique. Bien, alors justement, puisque vous parliez de saison touristique, on va aller tout de suite retrouver Jean-François Géat qui est à Lacanau, une station balnéaire qui accueille évidemment beaucoup de touristes l'été. Alors Jean-François Géat, on sait que cette ville a été particulièrement meurtrie par les assauts de l'océan il y a quelques semaines. Où en est-on, l'état des lieux de cette ville au moment où on se parle ? Bien, vous en doutez, des travaux d'urgence ont été effectués. Encore aujourd'hui, on peut voir des engins de chantier sur la plage qui remettent du sable pour renforcer la dune, qui remettent également en place les rochers de protection qui ont été pour certains carrément déplacés par les fortes vagues. On estime ici à Lacanau entre 400 000 et 500 000 euros le montant des travaux qui seront nécessaires pour remettre le front de mer en état après l'hiver. La facture pourrait doubler pour des travaux à plus long terme, avec une seule question finalement, est-ce que ces travaux seront suffisants pour stopper l'érosion naturelle, et si oui, combien de temps? Alors il y a évidemment l'aspect des travaux, puis il y a aussi peut-être un aspect un peu plus psychologique, Jean-François, puisqu'on attend d'autres grandes marées dès la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des inquiétudes ? C'est difficile d'être serein quand on sait qu'avec un coefficient de marée moyen, comme aujourd'hui, eh bien, à marée haute, les vagues viennent lécher les rochers de protection. Alors, que peut-il se passer? Que se passera-t-il le 2 et le 3 mars avec des coefficients de marée de 114 à 115 quand on sait que le maximum est de 120? Est-ce que les vagues, comme la dernière fois, vont repasser par-dessus les rochers de protection et venir donc enlever le sable, attaquer la dune? Et puis après la dune, tout de suite après, il y a les parkings, il y a le bâti, donc elle est là la véritable inquiétude, mais pour l'instant des travaux d'urgence ont été réalisés pour essayer de limiter le phénomène. Merci Jean-François, on vous retrouvera tout à l'heure. Alors pour se rendre compte du recul de ce trait de côte, on a choisi de vous montrer cette cartographie comparée. Ce sont des explications de Josiane Bouillet. Selon l'Observatoire de la côte aquitaine, les plages de sable ont reculé cet hiver de plus de 10 mètres sur de nombreux sites. Exemple, le pied de la dune du Pilat, très noir en avril 2013, très rouge mesuré le 8 janvier dernier. Ici, la flèche sableuse Mimbo à l'Èche-Cap Ferré a connu surverse en bleu et brèche dans le cordon dunaire en rouge. Mimizan a subi débordements sur les berges et forte érosion. Des événements climatiques qui accélèrent un phénomène ancien et irréversible. Sur cette carte, l'aléa, autrement dit le risque d'érosion sur la côte rocheuse du Pays Basque, est évalué de nul à fort en 2040. Ici, le trait de côte sur les plages sableuses des Landes mesuré en 2009 est prévu pour 2020 et 2040. À cet horizon, l'aléa est le plus fort au nord et au sud de l'Aquitaine, ainsi que sur le bassin d'Arcachon. 2200 hectares pourraient disparaître, l'équivalent de plus de 3000 terrains de football. Bien, alors on voit que ce trait de côte, il va reculer d'une façon pas toujours très homogène d'ailleurs. Monsieur Pluviot, est-ce que, là on parlait des prochaines grandes marées, vous êtes spécialiste, vous, des vagues submersion, est-ce qu'on peut s'attendre justement à ce phénomène qu'on a connu il y a quelques semaines, le même? Alors, c'est encore un petit peu trop tôt pour le dire, puisque notre prévisibilité dépasse guère
4-5 jours, surtout pour moi qui suis spécialisé dans la vigilance météorologique et où là notre constante de temps est plutôt de l'ordre de 24 heures. La vigilance météo, c'est pour les 24 prochaines heures. Donc évidemment, on commence à regarder un petit peu ce qui se passe, notamment sur l'Atlantique Nord, au large de l'Irlande. Et dans cette configuration de forte marée pour samedi et dimanche prochain, eh bien, on surveille ça de très près parce qu'on aurait dans ce cas-là début de conjonction de tout un tas de phénomènes, parce qu'il y a la houle telle qu'on l'a décrite tout à l'heure, mais il y a la marée astronomique, comme vous venez de le dire, mais également tous les phénomènes liés au vent sur place. Si on a une marée astronomique et une forte houle, mais pas de vent, eh bien c'est un phénomène qui amoindrit les risques. Et puis il y a le phénomène de marée météorologique d'une manière générale, avec la marée barométrique et tout un tas, et puis l'état des fleuves. Et dans ce cas-là, on a un risque proprement dit de submersion, c'est-à-dire de niveau des eaux qui est tellement élevé. À partir de quel moment on peut parler de vague submersion? C'est quel niveau? Alors là, les seuils sont établis de manière très différente selon les côtes. Avec la sécurité civile, on se met d'accord sur des hauteurs de vagues, des hauteurs d'eau totale qui prennent en compte la marée astronomique, la marée barométrique, la marée météorologique. Et donc, selon le dépassement de certains seuils, on déclenche une vigilance ou on ne la déclenche pas. Jaune, orange, rouge, je l'espère pas, mais on surveille ça de très près, évidemment. Alors, Monsieur Le Treut, on a vu sur la cartographie, évidemment, ce trait de côte qui recule d'une façon inexorable. Alors, si on remonte à l'échelle du temps ancien, on peut dire que le bassin d'Arcachon était très, très loin de la mer il y a 10 000 ans. Sans faire de prospective, parce que c'est pas le propos, mais vous donneriez quel conseil pour éviter justement qu'on rentre dans un processus qui soit lourd? D'abord, il y a on disait le rôle de tout ce qui est à l'œuvre de manière un peu inexorable dans le système climatique. Il y a deux choses qui jouent. Il y a un relèvement du niveau de la mer. Celui-là, il est dû à deux choses, c'est-à-dire la fonte des grands glaciers, le Groenland ou les glaciers de montagne, qui ajoutent de l'eau à l'océan, puis la dilatation de l'océan qui devient plus chaud. Donc l'océan monte, et ça, c'est pas négligeable. C'est peut-être de fin de siècle, on s'attend à 50 cm, à 1 mètre de plus. Donc ça jouera peut-être pas sur la côte protégée par les dunes, mais ça va être quelque chose qui pourra se sentir sur le bassin d'Arcachon, dans l'estuaire de la Gironde. Là, il peut y avoir des effets de submersion qui sont liés à ça. Et donc, il faut s'y préparer. L'autre élément, c'est justement les changements qui sont beaucoup plus difficiles à anticiper, du vent, des tempêtes, qui vont avoir un effet, mais qui, lui, est beaucoup plus difficile à anticiper, parce que dès que l'atmosphère bouge, ça devient compliqué, et c'est beaucoup plus difficile à prévoir dans ces effets régionaux. Donc, je crois que, par rapport à ça, la première chose, c'est d'être certainement vigilant, de ne pas penser que ce qui se passera dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, c'est la simple continuité de ce qu'on voit aujourd'hui. Je crois que c'est ça peut-être le plus important, c'est d'être capable de se dire que dans le futur, on va vivre des situations qu'on ne peut pas anticiper par simple continuité par rapport à ce qui a commencé à se produire, qu'on aura peut-être des accélérations, qu'on aura peut-être des changements dans les régions les plus affectées. Donc il faut avoir une précaution qui soit accentuée par le contexte général de changement climatique. Je crois que par rapport à ça, il faut construire par rapport à ce qu'on sait, c'est-à-dire être précautionneux, mais l'être un peu plus, et donc parce que le contexte futur est un contexte qui est mal établi et qui le restera pendant pas mal de temps. Donc la précaution. Renaud Lagrave, puisque évidemment jusque-là on essaie de colmater les brèches, si j'ose dire, un peu comme on peut. On voit que sur les plages, on réensable, on y met des pieux, on enroche. Est-ce que c'est au fond la bonne méthode? On a l'impression que c'est un puits sans fond et qu'au fond, à chaque fois, la mer remporte ce que l'homme a mis. D'abord, il faut essayer de protéger les biens et les personnes qui sont aujourd'hui impactés immédiatement. Ensuite, il faut essayer de faire en sorte qu'il puisse y avoir des stratégies qui puissent être mises en place. Et comme vient de le dire M. Le Treut, c'est évident qu'il faut essayer d'anticiper. Pour ça, il faut avoir une connaissance scientifique de l'aléa. C'est ce que nous avons fait en Aquitaine. Je tiens à le signaler parce qu'on est la seule région finalement aujourd'hui à avoir cet aléa à l'échéance de 2040. Et ensuite, il faut avoir une stratégie régionale, puis locale, pour dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on protège, qu'est-ce qu'on laisse partir à la mer. Je rappelle que dans ce qu'on a présenté comme aléa, il y a 50%
qui partiront à la mer sans qu'on n'y puisse rien et qui sont des endroits qui ne sont pas utiles de protéger. Il y a des endroits qu'il faudra protéger. Il y a le cordon dunaire qui est à maintenir. Je rappelle le rôle essentiel de l'ONF pour maintenir justement le cordon dunaire sur le littoral aquitain. Et puis il y a des endroits où il faudra peut-être des luttes un petit peu plus actives, les épis, les digues, pas n'importe comment. Et puis à l'arrivée, il y a des endroits où il faudra relocaliser. On l'évoquera, je suppose, tout à l'heure, mais ça fait partie aujourd'hui de la stratégie régionale de l'Aquitaine, de parler aujourd'hui de ces 4 items pour faire en sorte d'anticiper, parce que c'est une évidence qu'aujourd'hui, il faut anticiper dans les documents d'urbanisme, dans les schémas de cohérence territoriale, de dire voilà ce qui va nous arriver. Aujourd'hui, on a une connaissance scientifique, utilisons-la pour mettre en place justement cette stratégie. Vous disiez il faut accepter de laisser partir des choses à la mer, on y reviendra tout à l'heure. Il y a le cas du Signal, on a vu là à Soulac qu'on était en train de réensabler pour protéger une villa. Est-ce qu'au fond c'est le rôle des collectivités territoriales de mettre autant de moyens pour sauvegarder un bien qui finalement paraît dérisoire face aux assauts de la mer ? Écoutez, les collectivités territoriales immédiatement font ce qu'elles peuvent pour essayer de sauver ce qui est sauvable et puis surtout d'essayer de préparer une saison touristique qui, sans plage, va quand même compliquer un tout petit peu le rôle de notre littoral et accueillir les millions de touristes qui viennent dans notre région. Donc ça veut dire que je partage votre avis selon lequel ça ne peut pas être un maire seul qui va être laissé sur ces questions d'érosion ou de submersion. Il faut qu'il y ait visiblement aujourd'hui des décisions qui soient prises pour que la solidarité nationale s'engage. Quand vous avez des touristes qui viennent sur notre territoire et qui nous disent peut-être cet été nous diront mais la plage n'est plus là, ils seront les premiers à venir voir les élus locaux et les élus locaux sont en train d'essayer, excusez-moi l'expression, mais de colmater un petit peu les brèches. Malheureusement pour l'instant de manière un petit peu esselée et c'est la raison pour laquelle nous avons en Aquitaine mis en place cette stratégie à long terme pour pouvoir faire en sorte que non seulement la solidarité nationale s'applique, mais qu'on puisse réfléchir tous ensemble. Et on verra d'ailleurs que le ministre est venu, on vous donnera la parole à propos justement du rôle de l'État. Avant cela, on pourrait aussi évoquer l'autre aspect qui est aussi un aspect difficile pour les communes, c'est de ces grandes marées. L'effet de ces grandes marées, c'est aussi les déchets qui s'accumulent, des tonnes de déchets. On a vu après ces événements, on va voir d'ailleurs cet exemple au Porge où c'est aussi une difficulté pour les municipalités de nettoyer ces plages. C'est un reportage de Yannick de Solbignac. Une plage transformée en vaste décharge. Des tonnes d'immondices vomies par la mer lors des tempêtes de cet hiver. 12 km de littoral situé sur la commune du Porge qui dépensera cette année 12 000 € pour nettoyer sa plage. Un petit peu avant l'arrivée de la saison touristique, on va procéder à un gros nettoyage. Malheureusement, le syndicat a été dissous et depuis l'an dernier, nous sommes en prise directe et nous avons financé tout seul, nous, notre nettoyage. Et nous ne pouvons pas compter sur la solidarité intercommunale puisque sur notre communauté de communes, nous sommes la seule à avoir une fenêtre sur le littoral. Donc du coup, c'est nous qui prenons en charge intégralement. Une pollution photogénique pour les uns, une mine de petits trésors pour d'autres, mais une réelle nuisance pour les gestionnaires du littoral girondin qui notent quand même cette année l'absence de rejet d'hydrocarbures et la diminution des détritus venus d'Espagne. Les prochaines grandes marées sont prévues début mars et avec elles de nouveaux arrivages de déchets qu'il faudra enlever avant la belle saison. Alors on va retourner justement à la Cano où vous trouvez, Jean-François Géat, une autre plage qui a évidemment été souillée par les déchets. Alors on est en période de vacances. Est-ce que au fond ce problème des déchets c'est un problème aussi pour la Cano? Est-ce que les acteurs du tourisme, les professionnels craignent des défaillances ou une baisse de fréquentation compte tenu de ces images qui ont été véhiculées sur toutes les chaînes depuis quelques semaines? Écoutez, c'est encore peut-être un petit peu tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, l'érosion a eu plutôt un effet positif sur le tourisme, puisqu'il y a eu beaucoup de monde ici à la Cano, et comme sur tout le littoral aquitain, finalement, beaucoup de curieux qui sont venus inspecter les dégâts, constater les effets des grandes marées, ce que des professionnels ici appellent le tourisme catastrophe. Ensuite, bien des travaux d'urgence ont été faits, d'autres travaux vont être effectués pour notamment aménager les accès à la plage et donc permettre aux touristes d'aller se baigner. Des travaux sont prévus également du côté du Cayoc que vous avez percevé peut-être derrière moi et dont la terrasse a été condamnée à la suite des grandes marées mais qui va être renforcée et qui sera prochainement donc en capacité d'accueillir de nouveau des vacanciers. La seule vraie question c'est de savoir est-ce qu'il y aura
une plage pour accueillir tous ces vacanciers, puisque je vous le disais tout à l'heure, à marée haute, ici, les rochers sont léchés par l'océan, et nous sommes actuellement à marée basse, et la plage n'est pas très très large. Donc on peut se demander si les touristes auront une place tout simplement pour poser leurs serviettes de bain. Alors Jean-François, on parle des touristes, mais on pourrait aussi parler des élus. Vous n'avez pas de responsables de la commune autour de vous. C'est pas faute d'ailleurs de les avoir sollicités. Alors on peut comprendre que la période électorale soit un peu sensible, mais on sait qu'il y a des responsabilités engagées dans certaines communes et que certains maires n'ont pas toujours été à la hauteur de l'événement. On peut dire que c'est aussi peut-être sans doute le cas à Lacanau où il y a eu des erreurs de commises et vous avez sans doute, on vous a dû vous le dire, y compris peut-être sans vous l'avouer ouvertement. Effectivement, d'abord il faut le reconnaître, c'est une certaine fierté. Lacanau est actuellement l'une des seules, peut-être la seule cité balnéaire à donner un accès direct à la plage. Les touristes peuvent voir l'océan sans avoir à descendre de voiture. Il n'y a pas de dune à traverser avec les enfants dans une main, le seau, la pelle, le parasol dans l'autre pour aller se baigner. C'est une des grandes facilités de Lacanau, l'accès très aisé à la plage. L'inconvénient, et c'est ce que me disait un ancien élu de Lacanau, qui reconnaissait une grave erreur, c'est qu'en installant les parkings comme cela en front de mer, eh bien, la ville a stoppé le phénomène naturel d'échange qu'il y avait entre l'océan et la terre, et a donc accentué, c'est en tout cas le sentiment de cet élu que j'ai pu avoir au téléphone, a donc accentué ce phénomène d'érosion. Alors bien sûr des travaux vont être effectués pour stopper cet effet de l'érosion, mais la question est toujours de savoir combien de temps cela va durer. Et merci Jean-François pour ces explications. Je voudrais maintenant qu'on évoque le cadre légal, celui de la loi littorale qui fixe les règles d'urbanisme. Explication de Josiane Bouillet. La côte aquitaine, de l'Espagne à l'estuaire de la Gironde, 270 km du plus beau linéaire côtier sans construction en France. Dunes et forêts, gérées par les hommes depuis 200 ans, ont protégé ce littoral bien avant la loi du même nom. Dans les années 70, les projets de construction sont stoppés par la MIACA, la mission d'aménagement de la côte aquitaine. En 1986, la loi littorale vient donc interdire la construction dans certains espaces dits sensibles ou remarquables et dans la bande des 100 mètres. Mais avec l'érosion, cette règle perd son sens et la construction est permise en continuité d'agglomération. On peut aussi réhabiliter l'existant, d'où interprétation, conflit, accommodement. En Aquitaine cependant, à part Cap-Breton et Soulac, peu de bourgs ont les pieds dans l'eau. Comme à Lacanau, ce sont les plans plages qui sont menacés et devront reculer. Point critique évidemment, le bassin d'Arcachon et la côte basque, avec une urbanisation de plusieurs siècles, aujourd'hui directement concernée par l'érosion et le changement climatique. Oui, alors avant d'évoquer la règle, la loi, M. Pluviot, vous vouliez faire une petite précision justement à propos, puisqu'on est en période touristique, de la vigilance qu'il faut évidemment avoir dans ces périodes qui sont extrêmement dangereuses. Sur le tourisme catastrophe tel qu'il a été évoqué, il faut savoir qu'on diffuse des bulletins de vigilance, notamment quand on est en vigilance orange. La vigilance vague submersion est une toute jeune vigilance, elle a vu le jour en octobre 2011, mais elle a quand même pour but d'alerter les préfectures, les mairies, mais aussi les populations, et les alerter sur le risque qu'il ne faut pas prendre, d'aller voir ce spectacle qui est probablement magnifique, mais qui est très dangereux. On l'a vu malheureusement en début d'année avec les promeneurs qui se sont fait emporter par des vagues à Biarritz, et l'année dernière aussi sur les plages des Landes. Il faut savoir que nous, on prévoit des hauteurs de vagues moyenne sur le golfe de Gascogne. Évidemment, quand elles arrivent sur Terre, tout est différent puisqu'il y a les fonds qui changent et puis le déferlement des vagues. Mais il faut savoir que ces vagues que l'on prévoit représentent typiquement, ça représente la moyenne du tiers des vagues les plus fortes. Ça signifie qu'au-delà de cette moyenne, on peut avoir tout à fait des vagues beaucoup plus élevées, beaucoup plus fortes. Typiquement, on estime jusqu'à 2 fois la hauteur. Donc, c'est quand même un phénomène dangereux et j'invite... Le message est passé. Monsieur Pluviot, je voudrais qu'on en vienne justement au cadre de la loi. Alors, vous, Renaud Lagrave, puisque vous êtes un élu, je rappelle que vous êtes aussi vice-président du Conseil régional, est-ce qu'il faut faire évoluer la loi littorale ? Moi, je vais vous dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, je considère que la loi littorale, elle a préservé le littoral français et aquitain en particulier, et que depuis 1986, elle a joué son rôle. Mais dans la loi littorale, il y avait un deuxième volet qui était celui de la possibilité d'interpréter un certain nombre de questions dans les régions. Il
Il y a un rapport sénatorial qui a été remis. C'est un effet pervers, alors vous voulez dire? Non, qui a été mal interprété. C'est justement le contraire. Ah, bon. C'est qu'elle a été très bien interprétée sur la question de la préservation du littoral. Je rappelle quand même qu'en Aquitaine, on a 2 tiers sauvages, là où le reste de la France est en train d'essayer d'avoir 1 tiers sauvage. Ça, c'est grâce aux aménagements qui ont été préservés. Je veux dire que dans la loi littorale telle qu'elle a été votée en 86, il y avait la préservation, mais il y avait aussi la possibilité de continuer le développement du littoral. Parce que nous avons, et c'est vrai en Aquitaine comme dans beaucoup de territoires français, une littoralisation des habitants avec un accroissement du nombre de gens qui viennent habiter sur le littoral. On ne peut pas dire à ces gens, écoutez, vous n'aurez pas d'école, vous n'aurez pas d'entreprise, vous n'aurez pas d'infrastructure parce que vous habitez le littoral. Il faut bien continuer ce développement. Et la loi littorale de 86 prévoyait justement un certain nombre d'interprétations possibles. Ces dernières n'ont jamais eu lieu. J'ai été auditionné, avec beaucoup d'autres, par 2 sénateurs qui ont remis leur rapport la semaine dernière, et je suis content de dire qu'aujourd'hui, dans un rapport sénatorial qui a été rendu public, il y a des préconisations justement sur la possibilité dans les régions de pouvoir interpréter cette loi littorale sur un certain nombre de points. Vous avez compris qu'en Aquitaine, on y est prêt, et notamment sur une question essentielle qu'est la relocalisation des activités quand il y a le problème aujourd'hui posé de l'érosion ou de la submersion. Parce que quand on dit aléa, quand on dit connaissance des risques, et quand on dit travaillons tous ensemble sur la relocalisation, comment on fait? C'est aujourd'hui le vrai sujet qui nous est posé. On va en parler justement de cette relocalisation. Vous faisiez allusion à la loi littorale qui protège évidemment beaucoup plus que dans d'autres départements. Il y a des zones où évidemment c'est plus sensible, où l'urbanisation s'est faite avant cette loi, et notamment au Pays Basque, où on va justement entendre l'analyse de la déléguée régionale au Conservatoire du littoral, Guillemette Roland, qui nous donne son analyse de la situation. Construit sur la côte parce qu'on pensait pouvoir bénéficier des bains de mer aussi aisément que ce qui pouvait se passer dans d'autres régions d'Europe. Donc aujourd'hui, il faut effectivement revenir en arrière. Mais ça ne va pas être simple du tout parce que ce sont des centaines de maisons concernées. Ce sont des dangers qui sont liés à des effondrements de falaises qui n'ont rien à voir avec de l'érosion de côte, dunaire ou de l'inondation de zones submersibles. Ça peut tomber d'un moment à l'autre. Surtout sur la côte basque, on sait ce qui peut se passer en termes de phénomènes, on n'est pas forcément capable de le prévoir à 2 jours près. Donc ça va être un très très gros problème sur la côte basque, sur les zones les plus proches du front de mer. Bien, là, on voit qu'il y a des zones au Pays Basque où il va falloir prendre peut-être des décisions un peu douloureuses ou drastiques, mais il n'y a pas le choix. Oui, il faut se rendre à l'évidence à partir du moment où on ne peut plus protéger. Et si demain on ne pouvait plus protéger, y compris avec des protections qui pourraient être mises en place, qui coûtent encore pour l'instant moins cher qu'une relocalisation d'activité, alors il faudra se poser effectivement la question de la relocalisation. Mais on ne peut pas relocaliser n'importe comment, n'importe où, et sans aucun moyen, et sans revoir un tout petit peu cette doctrine. Aujourd'hui en Aquitaine, ce n'est pas un gros mot, relocalisation. Il y a beaucoup de territoires en France où quand vous évoquez ça, on vous dit non mais attendez, on ne va pas évoquer ça maintenant. Alors je ne dis pas que c'est passé dans les mœurs, mais je dis juste que aujourd'hui nous on est prêts à y travailler et à essayer d'anticiper, et y compris je crois pouvoir le dire, que beaucoup de collectivités territoriales, d'élus se sont rendus compte qu'il fallait maintenant qu'on travaille tous ensemble et avec la solidarité. On va voir dans le détail d'ailleurs tout à l'heure à travers l'exemple de Lacanau, qui est une ville test qui a été choisie. Avant cela, M. Le Treut, vous avez entendu parler, enfin on parle de relocalisation. Vous avez-vous travaillé pour le Conseil régional sur justement les changements climatiques et peut-être l'adaptation qu'il faut amener par rapport à ces prévisions? Ça fait partie des préoccupations qu'on peut avoir quand on est scientifique, justement de considérer qu'à partir de ce que vous allez constater, il va falloir réadapter un peu nos modes de vie. Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a finalement, par rapport à tout ce qui est littoral, deux messages. L'un, c'est que tout ce qui est lié au vent, aux vagues, c'est des choses qui sont incertaines et qui peuvent être incertaines dans le mauvais sens. Donc le futur, il demande cet effort de protection dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi cet effet de relèvement systématique du niveau de la mer, 1 demi-mètre ou 1 mètre en fin de siècle. Oui, mais je veux dire, votre rapport, il est plus exhaustif que ça. Alors, le rapport... Quand on sort un peu de la problématique du littoral, on retrouve... De manière générale, effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que par rapport à tous les problèmes d'environnement en Aquitaine, on a
une intrication des différents problèmes. La remontée du niveau de la mer, tout ce qui se passe sur le littoral, ça a par exemple une influence sur la salinisation de l'eau, sur les espèces vivantes, donc il y a un lien très fort, non seulement entre l'aspect strictement de submersion et d'habitat, mais aussi avec tout ce qui est ressources naturelles vivantes. Et les espèces, les espèces, la pêche, l'agriculture qu'on peut faire, par exemple, le long des estuaires comme la Gironde. Il y a tout un ensemble de choses qui sont liées les unes aux autres. Et c'est ce que j'allais dire aussi en écoutant l'interview juste avant, c'est que ces problèmes qui se posent en Aquitaine, ils vont se poser partout. Je crois que, quoi qu'on fasse, on a des zones basses sur l'eau. Ici en Aquitaine, parler du bassin d'Arcachon de la Gironde, il y a le Pertuis d'Antioche un peu au nord, il y a la Grande Brière et le golfe du Morbihan en Bretagne, et puis la baie du Mont-Saint-Michel, la Camargue, les polders. Toutes ces zones-là vont être des zones sur lesquelles il faudra se poser ces problèmes-là. Est-ce qu'on défend tout? Est-ce qu'on se prépare à tout défendre? Alors justement, vous parliez de la relocalisation, Renaud Lagrave, on va regarder justement, le ministre de l'écologie est venu il y a quelques jours, il a été à Soulain, puis il a été ensuite à Lacanau pour constater les dégâts, Philippe Martin, et évidemment a été évoqué, on va le voir d'ailleurs sur ces images, a été évoqué évidemment ce problème de relocaliser l'activité et même y compris donc de déménager de l'habitat. Alors au fond, c'est une ambition importante. On va voir d'ailleurs que la ville de Lacanau a été choisie comme ville test où on va faire des études de projection d'ici 50 ans. C'est un reportage de Guillaume Dequet. L'érosion se voit désormais à l'œil nu. Le phénomène de grignotage de la côte d'1 mètre par an en moyenne a longtemps été nié. Les tempêtes successives ont au moins eu le mérite de la prise de conscience ici à Lacanau. Le front de mer, protégé avant-guerre par la dune, est désormais devant le trait de côte. Là, nous avons des appartements sur le boulevard de la plage. Lacanau, station balnéaire et ses appartements avec vue sur mer, est pourtant toujours prisé. Ça se vend encore, c'est un bon produit et qui se vend très facilement. Vous n'avez aucun problème. La dune est quand même assez loin et le sable, il y a quand même pas mal de sable entre la résidence et le bas le pied de l'océan, quoi. Que deviendrait Lacanau sans sa plage, déjà inexistante à marée haute? Un renforcement des protections est prévu. Mais l'État et les élus d'Aquitaine, réunis dans un groupement d'intérêt public, ont lancé une étude de relocalisation du front de mer. Le GIP Littoral Aquitain a souhaité qu'on fasse cette expérimentation sur quelques communes de quoi faire. De voir comment on pourrait ramener en arrière des activités ou des habitations et comment ça se passerait. Le projet liste les appartements, maisons, commerces à déplacer, plus de 1200 au total, qui laisseraient la place à une dune, comme autrefois. Concrètement, ce serait d'abord d'acquérir les biens du front de mer et ensuite d'imaginer un nouveau projet urbain en arrière avec des espaces qui auraient été libérés et dans lesquels on aurait remis en place un écosystème plage-dune qui fonctionnerait naturellement. Les bâtiments les plus avancés seraient détruits sur 50 à 100 mètres, mais les cannelés concernés ne se résignent pas à perdre leur vue imprenable sur la mer. On peut peut-être construire quelque chose en dur ou construire des protections en mer pour freiner les rouleaux, les vagues en cas de tempête. Le projet de relocalisation se heurte aussi à des problèmes législatifs nombreux. Il faudra également trouver le financement d'une telle opération. L'étude doit rendre ses conclusions à la fin de l'année. Bien, on le voit, Renaud Lagrave, à travers un certain nombre de témoignages, c'est pas un sujet facile, hein, il faut faire accepter. Alors, cette étude, elle en est à son début, mais au fond, est-ce que c'est très crédible d'annoncer comme ça qu'on peut délocaliser une ville, la relocaliser ailleurs? Ça paraît presque provoquant. Écoutez, d'abord, moi je voudrais vous dire que dans l'appel à projet qui a été lancé par le ministère, il y a 5 sites au niveau national qui ont été retenus, il y en a 3 en Aquitaine. Ça veut dire qu'il y a une mobilisation claire et je dirais assez reconnue de la région Aquitaine et du GIP Littoral en particulier sur cette question de relocalisation dont je parlais il y a un instant. Alors est-ce que c'est facile? La réponse est évidemment non.
Comment voulez-vous dire à des gens qui ont acheté des biens ou qui se sont installés ou qui ont mis en place des outils de travail sur le littoral, bah écoutez, voilà, il va falloir relocaliser. Donc c'est sûr que ça ne va pas être simple. Maintenant, est-ce qu'on doit le faire? La réponse est à mon avis oui. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, et on ne peut pas expliquer aux gens, écoutez, on va laisser faire, et puis vos biens vont partir dans la mer. On voit bien ce qui est en train de se passer sur un autre bâtiment situé aussi sur l'Aquitaine. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper. Vous précisez que par exemple, la procédure a été longue, la procédure a été prise récemment. Aujourd'hui, pour être tout à fait précis sur le signal, il y a un arrêté de péril, mais il n'y a pas de solution trouvée immédiatement, si ce n'est une proposition pour l'instant de l'État d'une indemnisation à 50%. Quid du reste? Que se passe-t-il pour le reste? Et donc, aujourd'hui, quand on parle de cette relocalisation... Non, mais là, sur le signal, il faut dire que maintenant, c'est presque... Enfin, c'est acquis. Les gens ne vont pas revenir dans leur immeuble. Oui, ils ne vont pas revenir dans leur immeuble, mais quelles conditions ils vont avoir, ces personnes qui avaient acheté dans les années 70 un bâtiment qui était à 200 mètres de la plage? Quelles conditions ils vont avoir si aujourd'hui on leur dit, ben voilà, l'indemnisation... moi, j'estime aujourd'hui qu'il faut véritablement ouvrir notamment le fonds Barnier, qui est le fonds catastrophe naturelle, qui est un fonds assurantiel, pour pouvoir faire en sorte que ces gens soient indemnisés, comme ça l'est sur l'ensemble du territoire français pour d'autres catastrophes. L'érosion aujourd'hui n'est pas reconnue dans le fonds Barnier sous prétexte que ce ne serait pas un mouvement de terrain. Je ne suis pas scientifique, mais en même temps, entre une roche calcaire et puis aujourd'hui le sable, j'estime que par rapport à cette question de l'érosion, on doit avoir le même niveau d'indemnisation en Aquitaine comme dans le reste du territoire. Donc pour revenir à la question de la relocalisation, c'est finalement l'essentiel quand on regarde ça. Parce que tous les outils de protection qu'on va pouvoir faire vont durer X années. Et on voit bien d'ailleurs que les outils qui ont été mis au large d'un certain nombre de territoires en Aquitaine, que ce soit des épis ou des digues, eh bien aujourd'hui ont été complètement dépassés par les phénomènes qu'on a vus ces dernières semaines. Y compris, se pose aujourd'hui la question de l'entretien des digues et éventuellement de construction de nouvelles digues. Et ça, juridiquement, il faut poser ces sujets-là parce qu'aujourd'hui, le droit nous dit « Ah, mais oui, mais ce sont les particuliers qui doivent faire ça. » Avec quels moyens? Vous avez compris qu'on ne pouvait pas le faire. Donc, toute cette question, finalement, est posée, elle est devant nous. Maintenant, nous, on a décidé d'y travailler. Mais d'y travailler, je dirais, en associant un petit peu tout le monde. Il y a aujourd'hui des réunions qui se tiennent sur l'ensemble des territoires, je veux juste le signaler, avec pratiquement 400 à 500 personnes qui viennent dans ces ateliers pour anticiper, travailler avec des techniciens, avec les élus pour se dire comment on va penser nos territoires demain. C'est quelque chose qui, pour moi, je le crois vraiment, est essentiel et surtout qui nous oblige à penser à l'avenir et à se dire comment on voit nos communes demain. C'est vrai, et c'était dit dans le reportage, qu'on ne peut plus avoir des parkings qui sont au bord de la dune. Il faut des parkings en rétro-littoral avec lesquels vous faites aujourd'hui des navettes. C'est fait dans beaucoup de territoires en Aquitaine, avec des navettes qui vont jusqu'à la plage. On ne pourra plus garer la voiture juste à côté de la serviette. Ben, écoutez, il faut anticiper cela, faire en sorte que le cordon dunaire qui nous permet aussi de tenir le trait de côte soit véritablement entretenu. Bref, faire des travaux qui nous permettent de garder à la fois notre plage, notre littoral tel qu'il est aujourd'hui. Et vous avez un peu ciblé les zones qui sont les plus prioritaires. On parlait de la Cano, mais il y en a sans doute d'autres. On a finalement 8 zones en Aquitaine qui sont impactées de manière moyenne ou très forte sur la question de l'érosion à l'échéance de 2040. Ces 8 zones aujourd'hui ont mis en place des stratégies locales. Qu'est-ce qu'une stratégie locale? C'est tout simplement d'avoir réuni l'ensemble des acteurs pour savoir ce qu'on va protéger, ce qu'on laisse partir et qu'est-ce qu'on prévoit en matière de relocalisation. Moi, je dis une seule chose. Aujourd'hui, les élus qui connaissent l'aléa à l'échéance 2040 sont en train véritablement d'intégrer justement cet aléa érosion dans leurs documents d'urbanisme, dans leurs plans locaux d'urbanisme, dans leurs schémas de cohérence territoriaux. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, je le dis par rapport à cette question-là. Beaucoup de gens vous disent « Ah mais moi je le savais depuis des années ». Oui, peut-être que des gens le savaient, mais scientifiquement, et aujourd'hui moi je suis ravi qu'on puisse avoir des rapports comme celui de M. Le Truc, plus celui de l'Observatoire de la Côte-Aquitaine et du GIP qui a été fait maintenant depuis 3 ans, pour qu'on ait véritablement l'aléa et qu'on puisse tous parler sur le même document en se disant à l'échéance 2040, voilà ce qui va nous arriver, projetons-nous tous ensemble.
Bien. Alors, on va retrouver une dernière fois Jean-François Géat à Lacanau. Vous m'entendez, Jean-François? Vous êtes sur le bord de la plage, vous avez changé de lieu, et vous êtes, je crois, avec quelqu'un qui connaît bien, évidemment, le site, la plage et la mer pour la fréquenter pratiquement tous les jours. Oui, effectivement, c'est un témoin privilégié du phénomène puisqu'il est canolé. Il est aussi directeur de l'école de surf de Lacanau. Romain Bergeau, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de venir en plein vent comme ça pour discuter un moment avec nous. D'abord, concrètement, depuis le phénomène des grandes marées et des tempêtes que nous avons constatées ces dernières semaines, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie quotidienne, vous qui habitez ici? Alors, dans la vie quotidienne d'un habitant d'ici, autour du surf, déjà, ça fait quasiment plus d'un mois et demi qu'on ne peut pas aller à l'eau, pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il y a de très fortes houles qui sont venues de façon consécutive, donc avec impossibilité de se mettre à l'eau. Et la deuxième, c'est en ce qui concerne les accès à la plage. Donc on a des accès suite à l'érosion qui sont plus problématiques et avec des interdictions d'accès au niveau arrêtés municipaux. Alors vous accueillez l'été à peu près 400 apprentis surfeurs qui viennent prendre des cours avec vous. Est-ce que ça peut remettre en question la saison touristique 2014 ? Non, je pense sur la saison touristique 2014, je vois pas de souci. La plage a pour habitude de s'engraisser en sable, le sable part, il revient. Là, c'est vrai que cette année, c'est un caractère assez exceptionnel. Mais d'ici cet été, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir au niveau du sable. Il y aura le côté simplement fonctionnel à pouvoir recréer cet accès plage en direct. Parce que c'est vrai qu'à présent, on a quand même certains accès de dunes qui sont sur 5 ou 6 mètres, c'est un vide. Lacanau est connu pour être un spot magnifique pour les surfeurs, pour le Lacanau Pro également. Est-ce que ça peut remettre en question l'existence d'une telle épreuve? Parce qu'on sait que les bancs de sable, l'évolution du sable peut affecter la houle et la qualité des vagues. Non, nullement non plus. En activité surf, donc on est sur un environnement spécifique. On sait qu'il est changeant. On sait qu'il y a des bonnes années avec des bonnes vagues et des bons bancs de sable. On sait qu'il y a des mauvaises années. Donc les tempêtes, on les aime bien parce que justement, ça a tendance à recréer de nouveaux bancs de sable. Le tout, c'est de savoir à la sortie de cet hiver 2013, est-ce que ça va créer une bonne année avec de bons bancs de sable ou de moins bons. Mais il n'y a pas d'impact réel sur la pratique sur le long terme. Ça sera simplement au niveau de l'accès, où ça peut être problématique, et au niveau, je dirais, d'un apprentissage pour les tout jeunes, parce que si la plage restait, là je parle à court terme au niveau du mois d'avril, avec aussi peu de sable, on a ces grosses plaques d'alios, donc c'est des grosses plaques noires qui d'habitude sont masquées, sont masquées sous le sable, à quelques mètres sous le sable, qui là actuellement par manque de sable sont découvertes. Donc on n'a pas forcément envie de mettre des enfants sur une planche de surf pouvant arriver en direct sur ces petits morceaux de rochers. À plus long terme, là on est donc en front de mer, on est, pour les téléspectateurs qui ne le voient peut-être pas, à quelques dizaines de mètres seulement de l'école de surf, de cette maison bleue relativement célèbre à Lacanau. Est-ce que déjà vous imaginez que le front de mer pourrait reculer et que votre maison du surf et tout le front de mer pourrait être décalé de plusieurs centaines de mètres à l'avenir ? De l'imaginer, oui, on l'imagine, on l'a tous déjà plus ou moins en tête. Je pense que suite à l'hiver 2013, maintenant ça commence à accélérer un peu les choses, on en parle de plus en plus. Moi, personnellement, donc, j'ai 40 ans, ça fait 20 ans que je traîne les pieds sur le sable au niveau de Lacanau, et c'est vrai que la plage a évolué énormément en 20 ans, donc j'imagine très bien dans 20 ou 40 ans, en continuant sur ces phénomènes-là, je dirais qu'au niveau de la maison de la glisse, le Lacanau Surf Club, sur 40 ans à 50 ans, peut-être qu'il n'existera plus. Donc ça veut dire la maison de la glisse et tout le front de mer du bâti à Lacanau, qui se trouve à la même distance. Là, on n'est pas en train de réfléchir sur, dans 1 million d'années, qu'est-ce qui va pouvoir se passer. Non, là, on est sur 30 ou 40 ans, et là, ça commence à parler à tout le monde. Merci beaucoup Romain. Voilà Pascal, ce que l'on pouvait dire ici à Lacanau sur l'évolution de l'érosion et sur la façon dont les canolés peuvent vivre ce phénomène. Merci beaucoup Jean-François pour vos interventions, et mettez-vous au chaud parce qu'il semble qu'il fasse froid. Frédéric Pluviot, vous avez entendu ce canolais qui est un habitué de la plage et qui parlait de ce phénomène naturel de réengraissement des plages. Donc au fond, il y a aussi un peu d'optimisme dans tout ça. Vous parliez des phénomènes de houle, mais la houle, elle a aussi des effets positifs, quoi. On peut le dire. Oui, très probablement. Pour les surfeurs, oui, ça c'est sûr. Pour la plage aussi. Après, il faut savoir que niveau météo, nous, on s'arrête juste à l'entrée, juste au bord du littoral.
On prévoit les modèles de prévision des vagues et des houles sont forcés par les modèles de prévision du vent. C'est pour ça qu'on suit ça de très près. Mais dès qu'on aborde le littoral, dès qu'on commence à aborder ces zones-là et les estuaires, eh bien, ça commence à être du problème soit des SPC, soit des géologues. Donc nous, en général, dès qu'on s'approche trop du littoral, il y a les effets locaux qui prennent le dessus, et donc on ne sait plus gérer ça, quoi. Alors justement, puisque vous parliez des prévisions, souvent on vous accuse ou on vous reproche de ne pas être assez précis ou pas assez réactif sur les prévisions d'événements qui sont comme ça un peu surnaturels. Est-ce que vous avez des outils aujourd'hui ou dans l'évolution des outils qui vont vous permettre peut-être d'anticiper un peu plus tôt ou un peu mieux peut-être ces phénomènes? Alors bien sûr, il y a des actions de recherche, les modèles s'améliorent de jour en jour, et comme je vous dis, le problème de la houle, c'est principalement le problème de son générateur, c'est-à-dire le vent. Donc il faut être capable de bien prévoir la position des tempêtes, leur intensité, leur creusement, leur force, leur trajectoire. Et donc c'est vraiment là l'enjeu pour améliorer les modèles de prévision de vagues. Donc on peut espérer, oui, être capable de prévoir. C'est ce que l'on fait. La houle, on la voit arriver quand même quelques jours avant. Mais la vigilance reste, qui est mon cheval de bataille, reste pour 24 heures pour l'instant vis-à-vis de toutes les équipes de sécurité civile. Hervé Letreux, vous disiez tout à l'heure que les phénomènes sont corrélés, il faut parler d'échelle mondiale. On n'a pas parlé d'ailleurs du Gulf Stream. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ce courant a une influence où on commence à observer des choses qui changent? Alors, une influence sur l'Atlantique, sur notre région, c'est un petit peu indirect, mais enfin, c'est vrai que tous les systèmes météorologiques sont liés les uns aux autres. On parle d'échelles où par exemple, les grandes vagues qui arrivent ici peuvent se former sur le côté ouest de l'Atlantique, là où il fait chaud, là où on a éventuellement des tempêtes, et sont capables de traverser tout l'océan. Donc on peut avoir des changements dans les régimes de vagues dont l'origine soit de l'autre côté de l'Atlantique. Donc on est effectivement dans des systèmes qui sont tous connectés les uns aux autres, avec un moteur pour toutes ces tempêtes qui arrivent d'ouest, qui est un moteur unique, c'est le contraste de température entre l'équateur et les pôles. C'est ça qui génère cette espèce de grand mouvement d'ouest, turbulent. Donc on est dans un système où tout est corrélé. C'est ce qui fait la grande difficulté. Quand tout ça va changer, on aura une vraie difficulté de prévision, parce que c'est un système planétaire qui va être modifié, et qui commence à être modifié de manière visible pour les aspects de température, moins visible justement pour ces aspects de circulation plus turbulents. Voilà, donc c'est pour ça que ça doit inciter à une grande vigilance, et à une vigilance qui soit partagée, alors c'est la difficulté de tout ce qui est régional, on est obligé de regarder ce qui est chez soi. Il faut comprendre que ça fait partie d'un ensemble plus vaste, et quand on parlait des solutions, il y a malgré tout aussi, par rapport aux échéances de la fin du siècle, c'est de se dire que derrière tout ça, je parlais du réchauffement de la planète, on ne peut pas simplement guérir chez soi. Il faut s'adapter à tout ce qui va survenir, il faut essayer de prévoir les choses et les vulnérabilités auxquelles on va devoir se confronter et se préparer, mais en même temps, il faut aussi essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre et agir à l'échelle de la planète tout entière. On ne peut pas préserver notre précaré tout seul. Et là, vous dites que cette conscience planétaire, elle n'est pas encore suffisante, notamment parce que les intérêts économiques ne sont pas les mêmes en Europe qu'aux États-Unis, par exemple, ou en Asie, ou en Chine. Oui, les modes de développement, l'histoire, les intérêts. Nous, on a tous ces problèmes viennent de la combustion du charbon, du pétrole, du gaz naturel. Nous, on n'en a pas beaucoup. Alors, on a tout intérêt à essayer de sortir de ces filières énergétiques carbonées, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Les gens qui ont des ressources de ce type préfèrent les utiliser. Donc, on est face à une situation, effectivement, alors, qui demande des actions. De certains points de vue, la France accueille dans 2015 la grande réunion climat, qui doit essayer de reprendre les objectifs qui étaient ceux de Copenhague et qui n'ont pas été tenus à Copenhague, d'essayer de refaire un projet et un programme qui implique tous les pays du monde. Je pense qu'il faut avoir en tête aussi que ce qui se passe localement dépend, pas de manière simple, mais dépend de ces grandes négociations et de ces grands enjeux. Bien, un mot peut-être pour terminer, pour finir, puisque j'annonçais en préambule tout à l'heure quelques inquiétudes pour les prochaines grandes marées. Monsieur Pluviaux, vous disiez tout à l'heure c'est compliqué, il faut pas trop
On ne peut pas trop prévoir ce qui va se passer. Non, bon, on reste en flux perturbé la semaine prochaine, flux perturbé d'ouest, donc avec encore à nouveau de la pluie, et même si elle est en quantité modérée, après une petite accalmie pour dimanche, ça c'est la bonne nouvelle. Mais voilà, dès qu'on atteint 6-7 jours, vous savez, nous on est à la limite de la prévisibilité, donc le modèle atmosphérique, comme le décrivait Hervé Le Treut, est tellement sensible aux conditions initiales et qu'on est bien en difficulté d'aller au-delà de 6-7 jours de prévision. Bien. Renaud Lagras, pour terminer, on a eu beaucoup de dégâts sur toute la façade littorale. Évidemment, ça va prendre du temps pour cicatriser tout ça. Oui, ça va prendre du temps, c'est une évidence, mais en même temps, il faut qu'on ne perde pas de temps pour préparer la saison. L'État a déjà annoncé un certain nombre de montants pour travailler dans l'immédiat. Il faut que maintenant on s'y mette tous pour qu'on accueille tous les touristes pour la rentrée, pour la saison prochaine, parce que c'est important pour l'avenir économique de notre région. Merci à tous les trois, merci Monsieur Le Treut, merci Monsieur Pluviot, merci à vous Renaud Lagras d'avoir participé à cette émission, merci à Jean-François qui s'est un peu refroidi sur place. Je vous invite à rester sur notre chaîne. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le journal de la mi-journée. Bon après-midi sur France 3 et merci. Suivez en toute liberté la météo sur France 3 avec les poulets fermiers de Loué.